Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du personnage d'Azami Yamazaki qui apparaît dans le film Audition. Ça fait depuis vraiment longtemps que je connaissais l'existence de ce film et de certaines scènes marquantes, mais le problème c'est que je n'avais jamais vu le film en entier. Mais là, c'est enfin chose faite, même plusieurs fois, puisque pour bien comprendre le film, je suis obligé de le voir plus d'une fois. Voilà, cette introduction est terminée, donc parlons dès maintenant de la vie de ce personnage. Alors pour commencer, on sait que les parents d'Azami ont divorcé quand elle était enfant. Donc à cause de ça, on l'a envoyée vivre chez son oncle. Mais le gros problème, c'est que son oncle était un peu un tortionnaire, et il faisait du mal à Azami. Le pire, c'est qu'il n'y a pas que lui, puisque sa femme prenait aussi beaucoup de plaisir à la battre. Par exemple, elle l'a forcée à prendre des bains glacés, ce qui fait qu'une fois, elle a même eu une pneumonie. Sinon, on l'a poussée aussi parfois dans les escaliers. La routine. Mais un jour, ça va carrément lui casser l'épaule. Du coup, curieusement, on l'a quand même laissé voir un médecin. Et lui, de son côté, a remarqué que notre pauvre enfant avait plein de cicatrices. Et vu qu'il n'est pas bête, le médecin a compris que Azami devait vivre ailleurs. Et ce sera le cas. Par contre, on n'a aucune idée sur ce que sont devenus ces deux bourreaux. Bon, pour continuer, quand elle avait 7 ans, Azami Yamazaki est retournée vivre chez sa mère. Elle, de son côté, avait retrouvé l'amour. Mais le problème, c'est que ce cher amour, donc le beau-père, s'est montré détestable avec Azami. Et ça dès le début, dès qu'il l'a rencontré. Cette colère viendrait en partie du fait qu'il avait eu un accident et que par la suite, il ne pouvait que se déplacer en fauteuil roulant. Du coup, il a rejeté ses frustrations sur Azami. Bon, après, j'imagine qu'il ne devait pas y avoir que ça comme explication. Et c'était très certainement déjà quelqu'un de mauvais avant son accident. Le pire dans tout ça, c'est qu'Azami n'a vraiment aucun rapport avec cet accident. Donc le beau-père, il est un peu dingue. Bref, le fameux beau-père forçait Azami à rester le plus longtemps possible dans la maison, pour qu'elle n'ait pas trop de liberté. Le moins possible. Ça veut donc dire qu'après l'école, elle passait la plupart de son temps dans une pièce enfermée dans la maison. Enfin, j'imagine que c'est une maison. C'est peut-être un appartement, mais je ne pense pas. Bref, le fait qu'elle soit enfermée était lié au fait qu'on voulait lui priver de liberté. Mais il y a une deuxième raison. Et cette raison, c'est que le beau-père veut avoir Azami sous la main le plus longtemps possible, puisque Azami l'attire sexuellement. Donc il est pédophile. Génial. On imagine donc qu'Azami a subi des attouchements quotidiens, et il est fort probable qu'elle a été violée plein de fois, même si ce n'est jamais clairement dit dans le film. Sans surprise, toutes ces horreurs ont poussé Azami à se sentir très mal, psychologiquement comme physiquement en permanence. Du coup, elle a eu des pensées suicidaires. Mais curieusement, sa mère et peut-être aussi son beau-père l'ont autorisée à faire de la danse classique. Apparemment au Shimada Ballet Studio. Petite note positive, vu que le ballet était l'une des passions d'Azami, eh bien ça l'a un peu aidé question morale. Après, elle n'était pas non plus devenue totalement heureuse. N'abusons pas. Par contre, le revers de la médaille avec la danse, eh bien c'est que le beau-père l'a autorisé à faire ça en grande partie puisque ça l'excitait. Du coup, régulièrement, quand Azami était à la maison, eh bien il exigeait à ce qu'elle danse en tenue de ballet devant lui.
et puis lui, en même temps, se masturber tout en la regardant. Un peu malaisant. Ah oui, et si Azami ne cédait pas à ses caprices, eh bien le beau-père prenait 2 tisonniers ou 2 bâtons d'encens remplis de braise pour la brûler. C'est d'ailleurs arrivé une fois qu'elle n'obéisse pas, ce qui fait qu'elle a été brûlée au niveau de la cuisse, donc proche de l'entrejambe, comme par hasard. Ces 2 cicatrices sont d'ailleurs restées visibles durant toutes les années qu'ils ont suivi. On peut donc dire que ça symbolise ces traumatismes qui, eux non plus, n'ont pas disparu au fil des années. Tu m'étonnes. Bref, la punition de la brûlure était efficace puisque toutes les autres fois, Azami a cédé aux envies de son beau-père et elle a dansé un nombre incalculable de fois devant lui. Et ça durait environ 12 ans. Donc je vous laisse imaginer le choc. Sinon, pendant tout ce temps-là, on ne sait rien sur la mère. Enfin, tout ce que l'on sait, c'est qu'elle n'a jamais directement fait du mal à Azami. Par contre, vu qu'elle n'a en rien aidé sa fille, eh bien on ne sait pas ce qu'elle fait, où elle est. On a l'impression qu'elle a servi à rien. Et pour le père d'Azami, alors là, on ne sait rien du tout. Depuis l'histoire du divorce, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, une fois adulte, Azami a réussi à se détacher de l'emprise mentale qu'avait instaurée son beau-père. Et un jour, elle veut utiliser une corde à piano pour l'enrouler autour du cou de son beau-père. Puis elle va résumer ses sentiments envers lui, tout en serrant de plus en plus avec la corde, ce qui va l'égorger. Et ensuite, elle finit carrément par le décapiter. Vu que l'homme qu'elle a de loin le plus côtoyé dans sa vie reste son beau-père, eh bien sa haine envers lui va se généraliser envers les hommes. Donc elle va avoir facilement une vision très négative d'eux. Sinon, pour reparler de sa mère, eh bien on ne sait pas ce qu'elle est devenue. J'imagine qu'elle est morte, vu qu'Azami ne semble plus avoir de contact avec elle. Mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, je ne pense pas qu'Azami lui ait fait du mal. Autre personne sur laquelle elle aurait pu faire du mal, eh bien c'est son oncle et la femme de ce dernier. Mais là, rien ne nous dit qu'elle s'est vengée d'eux. Curieusement. Après, peut-être que je me trompe. Bon, quand elle est toute jeune adulte, Azami va vivre dans la maison où vivait sa mère et son fameux beau-père, qui sont morts tous les deux, apparemment. Et toujours quand elle est jeune adulte, Azami va fonder quelques espoirs sur un homme nommé Shibata. Ils se sont probablement rencontrés par le fait qu'Azami aimait la danse et lui, Shibata, de son côté, était agent artistique dans le monde musical, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, ces 2 personnes vont commencer une petite relation. Mais le problème, c'est que Shibata n'a pas que Azami en tête, puisqu'il est aussi intéressé par une femme qui dirige un petit bar à Tokyo. D'ailleurs, pour parler de Tokyo, c'est là où se déroule quasiment toute l'histoire. Enfin, quand je dis Tokyo, c'est aussi les environs. Bref, vous m'avez compris. Bref, un jour, Azami va découvrir la tromperie. Et elle va le prendre très mal, puisque une fois de plus, elle ne se sent pas respectée par un homme. Donc ce qui s'est passé, c'est que Azami l'a piégée en lui faisant prendre un produit paralysant. Et ensuite, elle a longuement torturé Shibata. On imagine par exemple qu'il a eu le droit aux aiguilles sur le corps. Mais surtout, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu ses 2 pieds sectionnés pour qu'il ait beaucoup plus de mal à s'enfuir. Ensuite, Azami
lui a découpé la langue pour qu'il ne puisse plus parler. Et par pure vengeance et sadisme, elle ne s'est pas empêchée de lui découper 3 de ses doigts et une oreille. Sinon, pour en revenir aux pieds, je pense qu'elle les coupe aussi, puisque son beau-père ne pouvait plus utiliser les siens. Donc ça peut sous-entendre que les hommes qui ont ce sort, eh bien, ont fait n'importe quoi, comme son beau-père. Bref, après Kazami a mutilé son ancien ami, eh bien, elle est partie voir la patronne du bar du Poisson de Pierre. Et elle est allée la voir à un moment où elle était seule, donc probablement quand c'était fermé. Puis Azami l'a peut-être droguée, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a attaquée, démembrée et mise en plusieurs morceaux. Donc la pauvre patronne a été tuée. Sinon, Azami a aussi déposé les 3 doigts et l'oreille coupée de Shibata. C'est peut-être une sorte de signature, ou bien ça a été mis là pour que la patronne voit ce qu'on a fait à son amant avant de la tuer. Bref, pour toutes ces attaques, je pense que ça s'est passé dans cet ordre, puisque j'ai du mal à imaginer comment Shibata aurait pu être mutilée dans le bar, puisque si c'était le cas, eh bien elle aurait dû le traîner ou bien le forcer à le suivre en pleine ville, du moins jusque dans une voiture, mais dans tous les cas ça me paraît insensé. Alors que s'il était torturé chez lui, eh bien elle aurait eu plus de facilité à l'amener dans une voiture. Du moins ça aurait été plus discret. Ou peut-être que sinon elle l'a carrément tué chez elle. On sait jamais. Dans tous les cas, chez Azami, on va retrouver Shibata enfermé dans un grand sac. Il est totalement privé de liberté à la merci d'Azami, ce qui montre assez facilement qu'elle le domine. Et quand je dis qu'elle le domine, c'est par différents moyens. Par exemple, quand elle le nourrit, eh bien elle va prendre une gamelle pour chien, ensuite elle va carrément se faire vomir dedans, puis ensuite elle va donner cette chose immonde à sa victime qui n'a pas d'autre choix que de manger ça. Charmant. Après, je ne sais quand même pas s'il se jette carrément dessus comme dans le film, mais en tout cas, il mange cette chose. Ça c'est sûr. Bon, en dehors de ça, j'ai pas l'impression que d'autres hommes ont été tués ou torturés par Azami. Ou du moins le film ne donne pas vraiment cette impression. Après, c'est vrai que dans certaines conversations, elle laisse entendre qu'elle a déjà eu des relations avec plus qu'un homme, mais on est sûr de rien, sans compter qu'elle ment plusieurs fois, donc peut-être qu'elle ment en disant ça. Sinon peut-être que c'était des relations vraiment très très courtes, du coup Azami n'a pas eu le temps de s'attacher à ces hommes, ou du moins elle n'a fondé aucun espoir dès le début, du coup elle ne s'est jamais vraiment sentie trahie, ce qui fait que peut-être elle ne s'est jamais vengée de ses relations. Sinon, en plus de ça, on voit que chez elle, Azami vit seulement avec le corps de Shibata et de personne d'autre, ce qui laisse penser qu'il n'y a que lui qu'elle a transformé en esclave. Après, j'avoue que je ne peux pas en être sûr à 100%. 1 an et demi après les 2 agressions, on va voir qu'Azami a maintenant 24 ans. Et un jour, elle va entendre à la radio qu'il y aura un grand casting pour un futur film qui parle notamment de l'héroïne de demain. Pour info, ce film parle d'une histoire d'amour entre une ancienne danseuse et son protecteur. Donc ce pitch peut sous-entendre qu'une femme a besoin d'un homme. Bref, la femme qui sera choisie pour incarner cette héroïne devra répondre à plusieurs critères. Elle devra avoir la vingtaine ou début trentaine, et il faut qu'elle ait un métier ou une passion artistique. Donc ça correspond à Azami,
et en plus elle s'y reconnaît dans le rôle. C'est donc pour ça que ça va l'intéresser et qu'elle va écrire un CV. Et dans celui-ci, elle va mélanger vérité et mensonge. Elle va par exemple écrire qu'elle a fait du piano et surtout de la danse classique pendant 12 ans. Mais le problème, c'est qu'elle a dû arrêter puisque ça abîmait ses hanches. Ça l'a vraiment dévastée. Et ça, c'est-à-dire abandonner sa passion, eh bien c'est comme accepter sa mort. Elle dit aussi qu'elle ne pense pas être choisie, mais elle tente quand même sa chance puisqu'elle est très intéressée par l'histoire et en plus, elle se reconnaît dans le rôle. Quelques jours plus tard, miracle, elle va apprendre qu'elle fait partie des 30 candidates restantes. Et ces 30 femmes devront passer une audition pour savoir laquelle sera choisie pour incarner la fameuse héroïne. Bref, le jour de la fameuse audition, Azami va venir habillée tout en blanc. Et elle sera l'une des dernières candidates à passer, la 28e pour être précis. Une fois qu'elle est appelée, elle se retrouve face à deux hommes qui ont le début de la quarantaine et surtout, ils sont producteurs. Le premier va lui poser des questions plus professionnelles, on va dire. Du coup, un moment, elle va oser parler de Shibata. Elle va le présenter comme son agent, mais elle précise qu'elle n'est plus régulièrement en contact avec lui. Ensuite, pour expliquer comment elle gagne sa vie, eh bien, elle va dire qu'elle travaille 3 fois par semaine dans un petit bar. Et sa patronne, c'est une amie qu'elle a rencontrée pendant des cours de chant. Bon, vu comment elle parle de ça, elle a probablement préparé ses mensonges. Après les questions un peu froides, ce sera l'autre producteur, Monsieur Aoyama, qui va parler. Et il va poser des questions plus personnelles, en parlant des émotions. Il va par exemple dire qu'il a été sensible sur ce qu'elle a dit dans son CV, et plus précisément ce qu'elle a écrit par rapport à la danse. Pour finir, il va carrément lui dire qu'il admire eh bien elle et sa maturité. Bon, juste après, l'autre producteur, Monsieur Yoshikawa, annonce que l'audition est terminée. Là, on voit qu'Azami est satisfaite d'être venue. Et ensuite, elle va évidemment partir tout en restant le plus sage possible. Quelques heures après, le soir, Monsieur Aoyama va appeler Azami. Et il va lui dire qu'il a envie de lui parler davantage. Et vu qu'elle précise qu'elle est régulièrement disponible, eh bien, ils vont arranger rapidement un rendez-vous. Donc un autre jour peu après, ils vont se retrouver au restaurant. Monsieur Aoyama, qui se prénomme Shigeharu, va commencer à lui poser une question sur le mystérieux agent qui a disparu. Mais elle va répondre qu'elle ne l'a jamais rencontré et qu'elle a menti, puisque pour paraître plus sérieux, il faut avoir un agent. Du coup, elle a trouvé un nom au hasard dans les médias. Bref, pendant la conversation, Azami va remarquer petit à petit que Monsieur Aoyama est intéressé par elle. Et pas uniquement pour son futur rôle, mais parce qu'il l'admire. Du coup, vu qu'elle se sent en confiance et valorisée avec lui, eh bien elle va proposer de discuter plusieurs fois avec lui, à l'avenir. Par exemple, il pourra la contacter quand il aura le temps et l'envie, que ce soit par téléphone ou mieux, face à face. Et pour tout dire, elle va préciser qu'elle n'a pas de petit ami à qui se confier, et que lui, eh bien il semble la comprendre. Après ça, ils vont se quitter en donnant leur numéro de téléphone. Cela dit, Azami préfère attendre que l'appel vienne de lui pour être sûr qu'il tient à elle. Du coup, une fois chez elle, elle va se mettre devant son téléphone en attendant qu'il sonne.
Ce qui fait que pendant des dizaines d'heures, elle va rester prostrée devant son téléphone sans rien faire d'autre. Au bout d'un moment, elle va même à moitié dormir devant, tellement qu'elle est terrassée par l'épuisement. En fait, elle fait ça puisque l'attention que lui porte Monsieur Aoyama est maintenant la chose la plus importante au monde. C'est sa nouvelle obsession. Bref, 3 jours après avoir quitté Monsieur Aoyama, Azami va entendre le téléphone sonner. Elle est heureuse et quand elle répond, elle dit qu'elle est contente, mais elle reste calme. Et le soir, ils se retrouvent tous les deux au restaurant. D'ailleurs, ces dîners vont devenir une routine pour nos deux personnages, puisque pendant quelques semaines, ils vont se retrouver plusieurs soirs dans différents restaurants de Tokyo. Donc maintenant, je vais résumer un peu ce qui se passe et ce qui se dit dans ces différents restaurants. Déjà, on va voir qu'Azami est heureuse, ce qui fait que par moments, elle n'arrive même plus à retenir sa joie. Elle avouera aussi qu'elle attendait avec impatience qu'il l'appelle. Là, on ne peut pas dire qu'elle mente. Par contre, ça va pas durer longtemps, puisque Shigeharu va lui poser des questions sur sa famille. Et pour répondre, en gros, elle fait comprendre que tout va bien, dans le sens que tout est normal à ce niveau-là. Ensuite, elle a le droit à la question du bar où elle est censée travailler. Et il se propose même de venir là-bas. Mais pour calmer le jeu, elle va dire que sa patronne risque trop de l'embêter sur sa vie privée. Eh bien, s'il vient, comme ça, elle est tranquille. Il va pas venir l'emmerder. Sinon, elle va quand même dire que le bar s'appelle le Poisson de Pierre. Ça n'est peut-être pas une coïncidence, puisque les poissons-pierres sont très venimeux. Et il faut savoir qu'au début du film, Shigeharu compare les poissons que l'on pêche aux femmes que l'on recherche. Donc j'imagine que c'est lié. Sans compter que ça rappelle aussi le principe de la fausse audition qui a été en partie organisée par Shigeharu. Bref, pour revenir aux conversations dans les restaurants, Azami va oser dire à Shigeharu que jamais elle pourrait lui mentir. Là, elle abuse un peu quand même, puisqu'elle lui a déjà beaucoup menti. Bon, certains mensonges peuvent se comprendre, mais pas tout quand même. Hein. Sinon, lui, de son côté, n'est pas irréprochable, puisqu'il va parler du film dans lequel elle est censée jouer. Et il va dire que le projet est suspendu, faute de financement. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas une grande surprise pour elle, puisque son interlocuteur ne parlait pas trop du film ou de la série. En plus, elle ne prend pas trop mal cette nouvelle, puisqu'en fait, le principal, c'est que Shigeharu est là avec elle, en train de la comprendre. Sinon, on voit qu'Azami reprend goût à la vie, malgré ses cicatrices. Et elle avouera même à Shigeharu qu'elle semble renaître grâce à lui. Donc c'est formidable. Mais le truc un peu gênant, c'est qu'aucun d'entre eux va avouer à l'autre qu'il l'aime et qu'ils veulent entamer une relation. Bon, sinon, ça n'empêchera pas que nos deux personnages prennent beaucoup de plaisir à discuter, puisqu'ils restent en général longtemps au restaurant. D'ailleurs, parfois, c'est même les derniers clients à partir. Bon, après, ce n'est pas pour ça qu'ils prennent le temps d'être totalement sincères l'un envers l'autre. Autre chose que l'on remarque, c'est que la grande majorité du temps, c'est Monsieur Aoyama qui pose les questions, et du coup, c'est Azami qui fait les réponses. Dans un cadre non professionnel, c'est assez curieux. Et en fait, ça peut sous-entendre que c'est l'homme qui mène la conversation.
Pour finir, durant ces soirées, à chaque fois que Shigeharu raccompagnait Azami en taxi, eh bien elle faisait exprès de sortir dans une rue où elle n'habitait pas, tout simplement pour garder son adresse secrète, puisque pour le moment, elle n'ose pas dévoiler toute sa vie. On la comprend. Cela dit, toutes ces scènes laissent penser que Shigeharu devient le protecteur d'Azami, ce qui fait un rapprochement en plus avec le personnage qu'elle était censée incarner. Sinon, la plupart du temps, que ce soit au restaurant ou ailleurs, on a vu qu'Azami était et bien quasiment tout le temps habillée en blanc, ce qui sous-entend que c'est un être gentil, calme, doux, pur. D'ailleurs, de manière globale, elle a l'apparence de la femme japonaise sage, mais elle représente aussi l'épouse parfaite, c'est-à-dire qu'elle est belle et qu'elle n'est pas inutile puisqu'elle fait des activités sans pour autant dépasser l'homme dans le rang social, puisque oui, faut pas non plus abuser, c'est ça la limite. Sinon, Azami est tout le temps sage, polie, elle ne contredit personne. C'est tellement parfait et lisse que ça en devient étrange. Le pire, c'est qu'elle ne joue pas un rôle quand elle est comme ça, puisqu'en fait, elle garde cette apparence un peu trop sage si on respecte ses engagements, si elle ne se sent pas trahie. Bon, autre chose que j'ai trouvé curieux à partir de là, c'est pourquoi Azami donne des indices sur son passé troublant. Donc ce que j'ai imaginé, c'est que dans ses mensonges, eh bien, elle veut idéaliser son passé sans l'effacer complètement. Du coup, peut-être qu'elle n'arrive pas à mentir totalement sur certaines personnes qui l'ont entourée. Ce qui fait qu'au lieu d'effacer ces personnes, eh bien, elle va leur donner une autre fonction. Ce qui fait que l'homme trompeur se résume à être l'agent artistique et la femme de trop devient la patronne. Bon, c'est un peu tordu, mais je n'arrive pas à trouver une autre explication. Bref, après la routine dans les restaurants, Shigeharu va inviter Azami à passer un week-end avec lui dans une station balnéaire. Elle est un peu contente de bouger, mais surtout ce qu'elle a en tête, c'est sa relation avec Shigeharu et comment ça va évoluer. Donc elle est en plein questionnement. Et là, en fin de journée, pendant que Shigeharu est en train de parler de banalité, eh bien on va voir Azami se déshabiller en silence et s'allonger sur le lit. Ensuite, elle va montrer à Shigeharu eh bien, son corps et surtout les marques qu'il y a sur le haut de ses jambes. En réponse, elle va dire qu'elle s'est brûlée. Mais même si c'est un mensonge, elle fait surtout ça pour savoir si lui accepte ses cicatrices et peut-être le fait qu'elle n'est pas parfaite. Et après s'être dévoilée face à lui, là, moment très important, elle va demander à Shigeharu de l'aimer qu'elle et personne d'autre. Et elle va demander ça plusieurs fois. Et cette demande sous-entend qu'il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre dans son cœur au sens large du terme. Même un enfant ou un ami proche, il n'a pas le droit. Ça ne se limite pas qu'au couple. Elle en est arrivée à cet extrême, puisque si elle n'est pas la seule à être aimée, eh bien, elle a l'impression d'être une personne parmi tant d'autres, un peu comme un numéro dans une liste. Du coup, on lui donne moins d'importance qu'elle le mérite. Bon, pour continuer, elle va dire à Shigeharu que les autres hommes qu'elle aurait soi-disant rencontrés, eh bien, n'ont pas respecté sa demande. Tu m'étonnes. Par contre, elle se dit qu'avec Monsieur Aoyama, eh bien, cette promesse peut être tenue. D'ailleurs, fin du suspense, Shigeharu va lui avouer qu'il aime qu'elle et personne d'autre. Il a fait la fameuse promesse. Fallait pas faire ça. Sur le moment,
Azami lui fait confiance et elle le laisse se déshabiller pour venir contre elle. Et j'imagine qu'ils vont coucher ensemble. Cela dit, durant la nuit, Azami décide de ne pas s'endormir et elle attend le bon moment pour partir seule de l'hôtel. Elle va même complètement disparaître et couper tout contact avec monsieur Aoyama. Et j'imagine que pour être tranquille, elle a dû lui faire prendre un somnifère, puisqu'on apprendra par la suite qu'il ne se réveillait pas quand on appelait dans sa chambre. Donc c'est quand même un peu bizarre. Bref, quelque temps après avoir disparu, Azami va se rendre dans le quartier d'Okuzawa, chez monsieur Aoyama, et bien pour en avoir le cœur net, qu'il ne lui cache rien. Pour les détails, j'imagine qu'elle a dû trouver son adresse en fouillant ses papiers. Ou après, peut-être qu'elle a fait par un autre moyen, j'en sais rien. Bon, dans tous les cas, elle va se poster cachée à côté de la maison. Elle va attendre que la femme de ménage arrive, et une fois que c'est le cas, elle en profite pour se cacher dans le jardin. Puis elle attend un bon moment que la femme de ménage parte pour enfin rentrer dans la maison par une porte à l'arrière. Une fois à l'intérieur, Azami va fouiller la maison. Et là, elle va découvrir rapidement une photo de la femme de Shigeharu sur son bureau. Donc elle va deviner que monsieur Aoyama est veuf. Et elle doit se dire qu'il aime toujours son ancienne femme. Donc elle se sent un peu comme une remplaçante. Donc là, Azami se sent trahie. Elle est en colère, elle tourne dans la maison, et là, elle va découvrir rapidement une boisson alcoolisée qui est sortie. Puis là, elle décide de mettre un produit à l'intérieur. Sinon, après ça, j'imagine qu'elle va aller rapidement chez elle pour prendre tout son fameux matériel, pour ensuite revenir vers la maison de monsieur Aoyama en rentrant par la même porte. Sur place, elle va même entendre le répondeur du téléphone. Et là-dessus, on va entendre le fils de monsieur Aoyama qui s'appelle Shigehiko et il va dire qu'il rentre demain matin. Donc si ce n'était pas déjà fait, eh bien Azami sait maintenant que monsieur Aoyama a un fils. Donc peut-être double trahison. Et donc maintenant, elle sait aussi qu'elle pourra prendre son temps pour ce soir. Mais dans tous les cas, elle a aussi prévu de s'occuper du fils. En partie par vengeance, mais aussi parce qu'il est aimé par Shigeharu. Donc il faut qu'elle élimine toutes les personnes qu'il aime. Bon, par la suite, Azami reste cachée dans la maison. Et j'imagine que c'est à ce moment-là qu'elle va tuer le chien en lui retournant sa tête ou en lui brisant le cou. Ça m'a choqué, puisque je fais partie des personnes bizarres qui sont plus terrifiées par la souffrance animale que humaine dans les films. Ne cherchez pas à comprendre. Bref, Azami, qui est toujours caché dans la maison, va voir au bout d'un moment que Shigeharu rentre bien dans la maison. Puis juste après, il prend son fameux verre d'alcool. Et en quelques minutes, on va le voir tomber à terre, à moitié paralysé. Par la suite, Azami va se préparer. Au-dessus de sa robe blanche, on va la voir mettre des gants et un tablier noir. En gros, plusieurs des habits qu'elle a mis exprès pour sa séance de torture sont en noir. Sinon, quand Shigeharu va commencer à reprendre conscience, eh bien, on va voir Azami mettre un autre produit dans une seringue. Et elle va expliquer qu'avec ça, son corps va être paralysé. Mais ses nerfs seront toujours actifs. Donc elle lui fait comprendre qu'il va beaucoup souffrir. Alors pour commencer la torture, elle va lui injecter le produit par piqûre dans la langue.
Comme ça, il a un avant-goût de la douleur. Ensuite, elle va sortir un tapis et mettre le corps de Shigeharu dessus. Puis elle va dire que lui, comme tous les hommes en général, se servent d'elle et des femmes juste pour coucher avec elle. Mais en dehors de ça, aux yeux des hommes, elles n'ont aucune valeur. Ensuite, on va la voir découper son haut et enlever sa chemise. Puis elle va sortir sa petite boîte remplie d'aiguilles. Elle va en mettre plusieurs sur le ventre de sa victime en les enfonçant bien assez profondément pour qu'il ressente au maximum la douleur, mais elle fait quand même attention à ne pas le tuer avec ça. Après, elle va carrément se mettre sur lui, ce qui enfonce encore plus les aiguilles. Par contre, elle fait aussi ça pour en rajouter quelques-unes sous ses yeux, comme si ça ne suffisait pas. Puis en même temps qu'elle fait ça, elle refait un petit discours sur la douleur, en faisant comprendre que c'est comme ça qu'on découvre sa vraie nature. Sinon, elle va faire comprendre à Shigeharu qu'elle va s'occuper de son fils, puisqu'il faut que les êtres qu'il aime fort, meurent. Car lui, il a plein de personnes qu'il aime, alors que Azami, n'avait que Shigeharu. Donc il faut régler ce déséquilibre. Bref, après ça, elle va attacher son pied. Et elle va sortir sa fameuse corde à piano pour découper le pied gauche de Shigeharu. Et on voit qu'elle fait ça avec joie. J'ai l'impression que c'est son moment préféré dans la torture. Bon, après ça, elle balance le pied coupé comme une merde. Puis elle commence par découper l'autre. Mais, quelques secondes après, on va entendre Shigehiko rentrer, puisqu'il a dû changer de programme pour la soirée. Du coup, Azami va prendre un petit produit pulvérisant qu'il y a dans sa valise. J'imagine que c'est un produit qui t'endort ou qui te fait du mal. Puis elle se cache dans une autre pièce, le temps que le fils découvre son père. Donc au moment où il arrive, elle essaye de l'attaquer par surprise. Mais à la dernière seconde, il va l'entendre. Du coup, elle va le poursuivre en appuyant plusieurs fois sur son petit pulvérisateur. Et elle va courir après lui jusqu'en haut des escaliers. Mais une fois en haut, elle va recevoir un grand coup de pied de la part de Shigehiko, ce qui l'a fait tomber de dos d'un seul coup jusqu'au rez-de-chaussée. Donc là, son dos est un peu brisé, ou c'est peut-être le cou ou la nuque qui est brisé. On ne sait pas trop. Bon, dans tous les cas, à terre, elle est encore vivante un petit moment, et elle aura le temps de dire quelques mots au loin à Shigeharu. Elle va d'abord répéter ce qu'elle a dit la première fois qu'ils se sont vus le soir au restaurant. Donc elle va dire qu'elle était heureuse de le revoir. Après elle va redire qu'elle ne pouvait plus vivre seule et qu'elle avait porté ses espoirs sur lui puisqu'il était le premier à vraiment essayer de la comprendre. Après ça, on voit qu'Azami ne parle plus. D'ailleurs, elle ne semble plus bouger, ce qui sous-entend qu'elle est morte. Après, j'ai l'impression qu'on n'en est pas sûr à 100%, mais on dirait quand même que c'est le cas. Sinon, maintenant, on imagine qu'Azami a passé le flambeau de la souffrance à Shigeharu, puisque maintenant, c'est lui qui devra faire face à un passé traumatisant. Et il devra accepter tout ce qu'il s'est passé pour devenir un être plus fort. Donc ça sous-entend ce qu'il a dit quand il a parlé à Azami pendant l'audition, quand il disait qu'il admirait elle et son courage. Donc avec cette fin, symboliquement, les femmes ont passé le flambeau de la souffrance aux hommes. Bon, maintenant, vu que l'histoire est terminée, j'ai envie de placer quelques explications
que j'aurais eu du mal à placer avant. Pour commencer, on peut imaginer qu'Azami représente tout ce qui effrayait le plus Shigeharu et les hommes en général sur le fait de trouver une femme, c'est-à-dire ne pas savoir à qui on a affaire et avoir des ennuis à cause de ça. D'ailleurs, c'est un peu le principe du film, puisque chaque personnage ne connaît pas vraiment l'autre. Et en fait, chacun apprend la vérité en faisant ses propres recherches. Comme quoi, dans cette histoire, il y a un gros manque de communication. Et c'est aussi ce manque de vérité qui fait que les apparences sont parfois trompeuses. Par exemple, pour Azami, sous ses airs de fille trop sage, eh bien se cachait en réalité une fille brisée, devenue tortionnaire. Sinon, cet exemple de relation entre Shigeharu et Azami est à voir au sens large du terme, puisqu'on comprend dans le film que les hommes et les femmes ne se comprennent pas, et le Japon semble être l'un des pays les plus doués dans ce domaine. Autre chose, dans le film, on va voir que la domination change de camp, puisqu'auparavant, on nous montrait que c'était l'homme qui avait le pouvoir. Par exemple, au départ, on va voir que c'est monsieur Aoyama qui choisit comment va être sa partenaire, avec la fameuse audition. Ensuite, on comprend que les hommes ont un plus grand statut social que les femmes, et ce sont eux qui décident. Mais tout ça n'est pas montré de manière violente et exagérée, puisque c'est surtout montré par le fait que les hommes ont un métier plus prestigieux, sinon ce sont eux qui mènent les conversations, ce sont aussi eux qui ignorent les sentiments des femmes qui ne l'intéressent pas, ou après il y a encore d'autres exemples. A l'inverse, à la fin du film, on voit que c'est les femmes, ou plutôt la femme, qui prend le dessus. Déjà, on le voit bien avec la torture finale, puisqu'Azami fait ce qu'elle veut de Shigeharu. Mais aussi, il ne faut pas oublier que monsieur Shibata est devenu l'esclave d'Azami. En termes de domination, on ne peut pas faire mieux. Sinon, au départ, le fait que la domination des hommes était montrée de manière non violente, eh bien, est mieux, puisque ça rend le comportement d'Azami plus troublant et surtout plus terrifiant. Puisque sinon, si Shigeharu est un tortionnaire, eh bien la torture finale qu'il aurait reçue en retour n'aurait été qu'une simple histoire de vengeance. Pour parler d'autre chose, eh bien, il faut savoir que par moments, Azami se définit comme une héroïne. En fait, comme le personnage qu'elle était censée interpréter. Au départ, on imagine ça, puisqu'elle a réussi à se débarrasser de son tortionnaire, donc son beau-père, et à la fin, elle se sent héroïne, puisqu'elle domine les hommes. Enfin, à sa manière. Bon, comme souvent, quand j'ai tourné cette vidéo, eh bien, j'ai oublié de dire 2-3 trucs. En premier, je voulais dire que pour la torture finale, je pense qu'Azami avait pour but de transformer monsieur Aoyama en esclave, comme elle avait fait pour monsieur Shibata. Je ne pense pas qu'elle avait prévu de le tuer ce soir-là. Deuxième point, Azami fait du mal aux hommes dans le but d'expier leurs fautes, c'est-à-dire qu'ils doivent souffrir pour réparer leurs erreurs. Et les erreurs en question sont de tout type. Ça peut aller d'un comportement sexiste à une agression sexuelle. Troisième chose, je pense qu'Azami demandait à ce qu'on aime qu'elle et personne d'autre, puisque durant son enfance, elle a trop manqué d'affection. Donc, une fois adulte, elle en a besoin de beaucoup pour compenser ce manque. Bon ben, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo. Cela dit, le film était par moments tellement étrange que j'ai toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose.
J'espère que ce n'est pas le cas. Bon, dans tous les cas, cette vidéo prend fin maintenant. J'espère donc qu'elle vous a plu et si c'est le cas, eh bien vous pouvez mettre un pouce vers le haut et peut-être vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Et avant de vous quitter, un conseil, quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, eh bien soyez rapidement sincères l'un envers l'autre, puisque sinon votre âme sœur pourrait vous réserver quelques surprises.